Alors, bonjour à tous. Bienvenue à l'émergence. J'espère que vous allez bien. Alors, je m'appelle Anne-Christelle et ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui en ce dimanche. Le dimanche matin vers 11 heures, en général, on peut prendre un brunch. Et aujourd'hui, on a un brunch tout à fait spécial sur le plan de la nourriture de l'âme que l'on vous sert ici à l'émergence. On a un brunch en faveur de la Journée internationale des femmes qui va avoir lieu demain dans le monde, partout à travers le monde. Et on avait envie de vous proposer deux invités tout à fait exceptionnels pour l'occasion. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et avant de vous présenter nos invités, eh bien, quoi de mieux que de se mettre tous ensemble dans la même vibration, la même énergie. Et aujourd'hui, ça va être une énergie très spéciale. Mais nous avons aujourd'hui Lynn qui est avec nous pour nous offrir un commentaire de méditation. Alors, j'inviterai tout de suite Lynn à nous offrir sa voix et ses paroles bénéfiques pour nous permettre de se retirer à l'intérieur et de faire une très, très belle expérience de paix, de tranquillité. Alors, Lynn, c'est à toi.
Alors, Om Shanti et bienvenue. Donc, nous allons prendre quelques moments justement pour s'intérioriser, aller se connecter au soi pour créer justement une atmosphère propice pour accueillir ce que nous allons recevoir comme nourriture spirituelle ce matin. Et donc, nous allons tout simplement s'assurer d'être bien confortable et aller se connecter tout doucement en se concentrant au milieu du front. Et je vais imaginer une douce lumière comme une étoile qui brille juste au milieu du front. Cette étoile, c'est l'âme que je suis, l'être spirituel. Et je porte mon attention sur ce point de lumière subtil qui rayonne tout doucement, avec une grande douceur, lentement, tranquillement, calmement. Je me sens en sécurité. Je me sens légère. Je suis une âme, une grande âme, tranquille, calme, paisible, complètement immobile. Je me concentre sur ce point de lumière. Je me laisse briller la vérité que je suis. Un être de paix, tout simplement. Un être de joie, empli d'un amour illimité. Et je partage par mes rayons qui se diffusent dans l'atmosphère. Je partage avec tous les participants cette beauté intérieure. Je me laisse être librement. Je suis une âme qui a le désir profond de laisser s'exprimer ses qualités, ses vertus et de retrouver son pouvoir intérieur. Un pouvoir que l'on a perdu, mais qu'on peut retrouver en se connectant à la source des vertus et des pouvoirs. Cette source qui rayonne constamment sur moi, des vagues d'amour illimitées, qui remplit le cœur, qui adoucit l'être que je suis, qui me donne inconditionnellement. Et je sens mon rayonnement qui grandit,
qui devient plus stable, qui devient inébranlable. Je suis, moi, l'âme, connectée à ma vérité, connectée à la source. Et je me retrouve et je m'exprime tel que je suis vraiment. En toute simplicité. Et je vais poursuivre mes activités en conservant ce doux sentiment dans la joie et la légèreté. Om Shanti. Alors, merci beaucoup, Lynn, pour ce très, très doux commentaire. Et j'espère que, comme moi, vous ressentez beaucoup de paix, un sentiment agréable de bien-être pour bien commencer notre activité ensemble. La Journée internationale des femmes, bien, c'est quelque chose qui nous importe particulièrement ici à l'Émergence et au sein de notre organisation sur le plan international, puisque Brahma Baba, notre fondateur, que vous voyez peut-être ici, a eu cette merveilleuse vision dès le départ, lorsque c'était même pas une organisation, mais une assemblée, on va dire, de gens intéressés par la spiritualité. Lorsque tout ça a pris son essor, la vision de Brahma Baba a été tout de suite de vouloir mettre les femmes à l'avant-plan. Et c'était quelque chose d'extrêmement visionnaire à l'époque, particulièrement dans l'Inde des années 30. Et aujourd'hui, bien, les Brahma Kumaris continuent à être dirigés, gérés par des femmes. Et on va le voir, on va pouvoir explorer qu'est-ce que cette énergie spirituelle féminine qui est présente en fait en chacun de nous, hommes et femmes, qu'est-ce que cela peut générer en fait en soi dans notre croissance spirituelle. Et pour ce faire, bien, on a eu cette pensée d'inviter deux femmes d'exception, chacune à leur manière, ont pu explorer ce qu'on appelle la Shakti, cette force, cette énergie spirituelle féminine dans l'âme. Et aujourd'hui, ben, j'aimerais vous présenter tout d'abord Denise Lawrence. Vous la connaissez peut-être sûrement si vous fréquentez l'émergence depuis quelque temps déjà. On a eu la chance ici au Canada d'avoir Denise avec nous comme coordonnatrice nationale. Et c'est tout un personnage parce que Denise est la première femme justement hors de l'Inde qui s'est jointe au Brahma Kumaris. Et donc, vous pouvez imaginer tout ce parcours, plus de 40 ans de méditation, d'expérience. Et depuis, bien sûr, Denise est reconnue pour ses talents de conférencière. Elle a animé énormément de programmes partout à travers le monde. Et je pense que Zoom maintenant lui offre la possibilité de multiplier les occasions, de pouvoir partager ses connaissances, sa sagesse avec tous. Puis, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour pouvoir justement rejoindre aussi la spiritualité avec des aspects liés à la psychologie de l'individu. Alors, bienvenue à Denise et également bienvenue à Isabelle Gauthier. En fait, Isabelle aussi, on l'a vu déjà à l'émergence parmi nous. Isabelle vient en fait du Québec et a reçu toute cette connaissance spirituelle alors qu'elle habitait à l'époque à Toronto. Et depuis
Isabelle, comme Denise d'ailleurs, toutes les deux sont basées en Angleterre. D'après ce que j'ai pu comprendre, elles sont en France actuellement, dans le sud de la France. Et donc Isabelle eh bien, est reconnue pour aussi animer des programmes, des conférences, des ateliers. On apprécie beaucoup ses qualités de légèreté, d'enthousiasme et de dynamisme. Et alors, je vais souhaiter la bienvenue à chacune et la parole est à vous. Merci. Et en fait, je crois que je vais jouer le rôle de celle qui va piger, générer, émerger, voler les pensées souvent très développées, très raffinées de Denise sur cette Shakti, sur le pouvoir du féminin. Alors, Denise et moi, on est en fait au même endroit, mais le Zoom nous demande d'être dans un espace différent. Et je vais commencer à poser une question très simple, mais qui va aider vraiment à ce qu'on parte sur le même le même point de départ. C'est, Denise, est-ce que tu pourrais clarifier au-delà du physique, quelle est cette énergie qu'on appelle féminine ou masculine ou Shakti? De quoi on parle? Comment tu le qualifies? Eh bien, c'est surtout l'énergie de l'âme. C'est l'énergie de la spiritualité, une énergie très subtile qui vient du profond intérieur de chaque personne. Au point de vue corps, on utilise l'énergie physique pour notre vie quotidienne. Nous sommes plutôt matérialistes dans cette vie, mais derrière tout ça, il y a l'énergie de l'âme qui est plutôt incognito et qui est liée à l'énergie du divin. Alors, ce lien qu'on appelle le yoga, qui est là pour amplifier cette énergie Shakti, et cette énergie qui n'est pas vraiment féminin, mais c'est subtil. Et ça vient de l'intérieur. Alors, on dit féminin parce que c'est à l'intérieur, c'est secret, c'est subtil. Et donc, cette qualité de féminin. Et c'est cette énergie qui traverse le corps et qui rayonne dans l'atmosphère, comme nous avons entendu dans le commentaire de Lynn. Et c'est le Shakti, l'énergie de l'esprit, l'énergie de la conscience qui agit à travers le physique, mais c'est l'énergie de l'âme qui est pour toujours, qui est immortelle, qui est invisible, qui est difficile à percevoir. Mais nous cherchons à percevoir cette énergie. Alors, si je comprends bien, donc, à la base, lorsque l'âme est cette énergie qui s'émane naturellement, c'est très féminin. Alors, à quel moment est-ce qu'on commence à parler d'une énergie plutôt masculine? Eh bien, c'est en quelque sorte, c'est symbolique. Alors, nous avons pensé, enfin, l'énergie masculine, c'est l'énergie de la force, c'est l'énergie qui qui utilise la matière pour construire, pour détruire, pour réarranger les choses. C'est l'énergie plutôt visible, l'énergie que les gens perçoivent plus facilement.
tandis que cette autre énergie qui est plus secrète, plus intériorisée, plutôt un parfum, qui nourrit, qui est l'énergie, on pourrait dire, l'énergie de la présence. Quelquefois, la femme, c'est quelqu'un qui est présente et l'homme, c'est quelqu'un qui fait des choses. Alors, on se différencie comme ça, mais ce sont des énergies tout à fait complémentaires et chaque personne, chaque humain a les deux. Mais l'être, l'âme, est influencé par le corps dans lequel il se trouve. Alors, si moi, l'âme, je me trouve dans un corps féminin, alors je ressens plutôt l'aspect féminin, mais il y a des femmes plus masculines et des hommes plus féminins, parce que chacun de nous, on a des deux. Et en fait, la pratique de la spiritualité, c'est surtout pour équilibrer ces deux aspects de cette énergie afin de devenir en quelque sorte androgyne, qu'il y a l'équilibre du masculin et du féminin selon la situation où on se trouve. Quelquefois, il faut être plus féminin, quelquefois il faut être plus masculin. Et la personne qui connaît les deux aspects de soi-même, c'est une personne plus libre, qui a une horizon beaucoup plus large et qui comprend l'humain, qui ne se dit pas « je suis une femme » ou « je suis un homme », mais « je suis un être ». Et mon être peut s'exprimer dans beaucoup de manières. Quand je t'écoute, je vois bien qu'il y a ce senti de deux énergies qui sont un peu opposées. Alors, j'aimerais peut-être qu'on explore l'aspect de création où, en fait, ces deux énergies doivent un peu se joindre, travailler ensemble. Exactement. Alors, c'est l'androgyne fait peut-être présence de l'un et de l'autre, mais comment dans la création on fait que cette harmonie est plutôt une harmonie combinée plutôt qu'une danse l'un après l'autre? Oui, le problème, je crois, de nos jours, c'est que on est plutôt polarisé. Et la relation entre la femme et l'homme, très souvent, devient adversaire. Nous sommes dans une culture où il y a le dominant, la dominée. C'est notre culture et en quelque sorte c'est complémentaire, mais d'autre part c'est une culture patriarcale où très souvent la femme se refoule sur elle-même et ne s'exprime pas ou oublie sa capacité parce que notre conditionnement social, surtout pour la femme, depuis assez longtemps, on a l'expression « tais-toi et sois belle ». Tu connais ça? Et alors, elle a moins d'opportunités pour l'éducation, le travail, dans les arts et tout. Maintenant, c'est beaucoup plus équilibré, mais même il y a les attitudes sociales qui sont projetées sur l'homme. On dit à l'homme, il faut que tu sois comme ça, que tu fasses de l'argent, que tu es celui qui protège, tu es celui qui va te battre s'il y a des conflits, tu es celui qui doit dominer, tu es celui qui possède, tu es celui qui
qui dirige, qui gouverne. Et très souvent, quand les femmes entrent dans le domaine soi-disant masculin, elles trouvent des difficultés à cause de cette idée que ce n'est pas sa place, qu'est-ce qu'elle fait là, et il faut qu'elle fasse beaucoup de choses. Il y a des femmes qui deviennent plus masculines pour gérer la chose, il y a d'autres femmes qui utilisent, je ne sais pas, la séduction et tout, pour se trouver une place, mais l'essentiel de cette personne, en quelque sorte, est diminué par la vision, la perception de notre société qui voit l'humanité en tant que gens qui sont soit des hommes, soit des femmes. Alors, on voit la femme en tant qu'objet sexuel ou une chose. Et maintenant, il faut se sortir de tout cela. Ça ne veut pas dire qu'on nie son aspect, l'aspect du corps, mais travailler avec le corps et en voyant, hein, il y a cet aspect de perception, parce que l'âme, c'est la personne. Et quand l'âme est consciente qu'elle est l'âme et elle perçoit à travers ses 5 sens et elle voit un autre être qui est dans un corps masculin ou dans un corps féminin, mais il faut transcendre les limites qui nous sont données par notre conditionnement social. Et puis très souvent, il y a eu des problèmes sociaux, des problèmes psychologiques, des problèmes émotionnels à cause de cette projection. Et la pratique de la spiritualité est utile pour se défaire de cette chose qui est finalement une chose artificielle, mais que tout le monde a compris que c'était réel. Mais il y a une autre réalité beaucoup plus subtile qui est derrière cette réalité visible, tangible. Vraiment, je suis certaine qu'il y a plusieurs qui peuvent s'identifier à ça, de voir que dans certains contextes, surtout au travail, disons, il y a des situations où c'est une femme se sent peut-être moins appréciée et doit faire un travail, un effort supplémentaire pour s'intégrer, et parfois c'est avec des compromis. Mais même en pratiquant la spiritualité, on développera un peu plus là-dessus sur l'importance de la spiritualité pour développer ce côté androgyne, ou mieux balancer, harmoniser à l'intérieur de chacun. Mais disons qu'on reste dans le contexte du travail. Est-ce qu'il ne faut pas aussi personnellement, sans vouloir tout changer la société, redéfinir le succès? Parce qu'autrement, peut-être que si le succès est défini d'une manière qui est très masculine, en tant que productivité, en tant qu'efficacité, en tant que résultat, en tant que preuve et choses démontrées, ce qui peut peut-être sembler très masculin, une femme qui consciemment, inconsciemment, prend cette définition du succès, ne se fait pas un peu attraper, se fait pas un peu tort à elle-même. Mais c'est exactement ce qui s'est passé, parce que durant le temps où la femme cherchait à s'émanciper et s'impliquer, recevoir une récompense égale à son travail, recevoir une appréciation et tout, elle a dû utiliser beaucoup d'énergie pour être en quelque sorte concurrente
dans un domaine masculin, le domaine du travail, parce que la tradition, c'est que le travail, c'est pour les hommes, et la femme, elle fait quelque chose de beaucoup plus subtil, elle est à l'intérieur de la maison, elle élève les enfants. En Inde, on dit que la mère, c'est le premier gourou de l'être humain, parce qu'elle lui donne sa conscience de soi-même. Donc, la femme est orientée traditionnellement pour des choses beaucoup plus subtiles. Mais d'autre part, si on revient au mot spiritualité, la femme qui est plutôt intériorisée en contraste avec l'homme, elle a une shakti, on utilise le mot shakti, un pouvoir de spiritualité qui fait peur à la personne masculine qui n'a pas développé ce côté-là. Alors, c'est un petit peu pour cette raison que la femme se trouve dans des situations où on la diminue si on voit qu'elle a ces genres de capacités. Parce qu'on ne comprend pas, on ne voit pas. Et donc, il y a une sorte je crois que je peux dire une sorte de révolution qui est en train de se faire parce que le monde où nous vivons est en train de changer. Tu avais demandé quelle est la définition ou redéfinir le succès. Alors, le succès, je crois, pour la femme qui comprend qu'elle a en elle certaines spécialités, certaines qualités qui, soi-disant, font peur ou qui ne sont pas très bien compris, eh bien qu'elle développe la confiance en elle et qu'elle sache s'exprimer à travers ces aspects très spirituels et très subtils, et que c'est une chose qui a beaucoup de valeur. Et elle doit renforcer en elle ce sentiment que ce que je suis, c'est beau, ça a beaucoup de valeur, et ne plus se définir par les définitions beaucoup plus restreintes qu'on lui avait données, parce qu'il y a tout un conditionnement, une socialisation pour la jeune fille qui a été très, très bien décrit par le bouquin Le second sexe. Tout a été très, très bien expliqué, mais c'est un bouquin très grand et très peu de femmes l'ont lu parce que c'est compliqué, c'est intellectuel, mais c'est profond. Et la femme a l'habitude de prendre sur elle la définition de succès qui a été donnée par des gens de l'extérieur, par la société. Alors, il faut que chaque femme, individuellement, se retrouve à l'intérieur d'elle-même et réfléchisse. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai en moi que je m'autorise comme une fleur, à m'éclore et me montrer. Parce qu'autrement, la femme, elle a un petit peu tendance à se cacher pour devenir ce qu'on veut d'elle, et elle se diminue, elle se minimise, elle se cache. Elle a même peut-être peur de ses propres forces. Elle se trouve peut-être un peu isolée. Mais là, je vois, nous avons cette situation de Covid où tout le monde
a des problèmes avec l'isolement, être enfermé. Mais c'est vraiment le terrain où la femme, elle est confortable, elle est bien avec elle-même à l'intérieur. Et peut-être que cette situation la donne la possibilité de se laisser voir et de montrer qu'elle a quelque chose qui jusqu'ici n'a pas été valorisé, mais qui est finalement extrêmement important et a beaucoup de valeur. Une énergie, une présence qui fait que l'atmosphère reste en harmonie et est plein d'une sorte de force qui fait bien marcher les choses, gérer les émotions. C'est un peu comme si on avait focusé peut-être un peu trop sur la contribution masculine sans voir dans la création l'importance plus subtile du féminin et que peut-être on doit apprendre soi-même à le valoriser et pas attendre de l'autre que ce soit accepté. Mais j'aimerais revenir sur un point que tu as fait quelquefois, c'est sur cette force de la Shakti qui peut ne pas être appréciée ou accueillie, mais peut-être même plutôt rejetée ou on essaie peut-être de l'atténuer. Comment est-ce que si on sent, on cultive ce pouvoir intérieur, on peut continuer à travailler en harmonie avec notre propre énergie masculine et les autres autour de nous. Un exemple, c'est les soins. Parce que nous avons notre industrie pharmacologique et les soins allopathiques qu'on connaît bien, mais aussi la femme, traditionnellement, elle sait soigner avec massage, avec son énergie, elle connaît les plantes, elle peut faire des choses, des tisanes, toutes sortes de choses pour garder la famille, le village en bonne santé. Parce que la femme a une intuition. Mais cette intuition a été un peu dévalorisée. Alors, il faut qu'elle se revalorise. Dans les arts, on dit, il n'y a pas de femmes écrivains. Il y en a beaucoup. Mais traditionnellement, on n'avait pas permis à la femme parce qu'il y a des préjugés. Quand il y a des préjugés, la femme, si elle prend son aspect masculin et elle devient comme la terre, la terre c'est un symbole de la femme. Et alors, vous ne pouvez pas argumenter contre un tsunami, contre un volcan. Et la femme a des pouvoirs, la possibilité de générer des grands changements comme la Terre quand elle montre, comme on dit en Inde, sa beauté dangereuse. Et la femme artiste, elle est extraordinaire. La femme qui chante, la femme qui peint, la femme qui danse, c'est vraiment extraordinaire. Si vous voyez dans le ballet traditionnel, classique, le ballet classique, c'est la femme qui danse et c'est l'homme qui est en quelque sorte en seconde position, parce que l'homme la porte et c'est elle qui montre la beauté de la danse. C'est vrai que lorsqu'on pense à la beauté, on pense surtout au féminin. Alors, si on construit une maison, par exemple,
Est-ce qu'on verrait plutôt la structure, les briques et tout ça et la fondation comme étant l'élément masculin et toute la décoration, l'atmosphère et tout comme l'aspect féminin? On pourrait. Et puis l'homme qui construit, celui qui fait la maison, eh bien, son aspect masculin pour les choses lourdes et son aspect féminin pour la décoration, la chose qui est plus visible, mais la structure, il faut que ce soit un fond avec beaucoup de... qui est fort et qui résiste. Et, mais tu parlais avant de la compatibilité entre l'homme et la femme, travailler ensemble, parce que l'unité de l'humanité, c'est le couple. Alors, s'il y a un homme et une femme en harmonie et qui savent bien apprécier les qualités l'un de l'autre, alors ce serait l'amour, ce serait la beauté. Mais le problème, c'est notre culture qui soutient cette relation d'adversaire. Et quand il y a des matriarcats, le matriarcat, c'est beaucoup plus harmonieux. Alors, on voit ça quelquefois chez les autochtones où la femme gère le village, gère le tribu. Et là, ça devient très harmonieux. Et c'est bon, je crois, de laisser revenir le pouvoir féminin pour faire, en quelque sorte, une harmonisation de notre société qui est devenue beaucoup trop violente. La relation entre le peuple et le gouvernement en ce moment, c'est plus violent. C'est très violent. Et la qualité du roi, hein, on n'est pas dans des royaumes maintenant, mais la qualité du roi traditionnel, c'est la personne qui protège, la personne qui nourrit et la personne qui assure que tout marche bien. Ce sont des qualités assez féminines. Et la femme qui ajoute son énergie subtile à ça, eh ben c'est très beau. Mais maintenant, nous sommes dans une situation mondiale où il y a la surpopulation, il y a le changement du climat, il y a beaucoup de guerres, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes d'exploitation, toutes sortes de problèmes. Comment les résolver? Mon français n'est pas très bon. Résoudre. Excusez-moi. Eh bien, il faut, je crois, aller à l'intérieur de soi, si on est dans un corps masculin ou féminin, mais chercher cette énergie qui mène à l'harmonie. Autrement, on est plutôt dans l'énergie du combat. Et c'est destructeur. Il nous faut une sorte d'énergie qui construit en ce moment. Une énergie qui soigne, une énergie qui remet les choses dans leur état équilibré.
Et je crois que cette énergie du Shakti, cette énergie féminin est utile pour ce travail. Un des aspects que j'apprécie beaucoup dans la méditation, c'est d'être capable d'aller au-delà des peurs, des émotions fortes. Tu décrivais le monde qui était en ce moment un peu en conflit et c'est un peu le chaos un peu partout pour différentes raisons. Si ce n'est pas des coups d'État, c'est un gouvernement qui divise leur propre pays. C'est le COVID aussi et la manière de le gérer. On blâme les autres nations, on blâme nos gouvernements, on blâme tout. Et ça crée des émotions chez soi qui, même si on essaie d'avoir une balance entre le féminin et le masculin, qui est remplie d'émotions et qui ne nous permet pas de voir clairement. Et la méditation aide à aller au-delà de ça. Et ça même aide à aller au-delà d'un autre niveau où peut-être qu'on ne se laisse pas porter ou ensevelir par ces émotions, mais on voit le monde comme un endroit où on peut acquérir, conquérir. Et tu parlais de violence, mais même d'essayer de tout obtenir, c'est pratiquement une sorte de violence, d'essayer toujours de prendre, d'accumuler, de garder. La méditation aide aussi à avoir un niveau de contentement. Et puis au-delà de ça, il semble avoir un niveau encore plus élevé de conscience qui permet vraiment une harmonie dont tu parles. Alors j'aimerais, si on peut développer un peu sur l'importance de la méditation et comment toi, peut-être tu le pratiques, d'élever ou de sortir l'âme peut-être de de ce drama avec les émotions et puis s'élever à un niveau qui permet le don, le partage, une création, une harmonie, une compréhension qui est complètement différente. Je crois qu'il faut entrer en harmonie entre le soi et la nature. Parce que la nature, en ce moment, c'est plutôt une culture qui voudrait dominer la nature et extraire, comme tu avais dit, tout le bien que la terre veut bien donner. Elle est très généreuse, la terre. Mais en ce moment, on est en train de détruire notre planète. Et la planète, elle réagit naturellement. Une personne qui est en phase avec la météo, en phase avec la lune, hein, la femme, elle est naturellement, de nature, elle est en phase avec la lune. Elle est en phase avec les saisons. La femme, elle garde, traditionnellement, elle récolte les graines. Et c'est elle qui assure que l'année prochaine, il y aura de quoi manger. Parce qu'elle travaille avec la terre, non. Elle n'essaie pas de dominer la terre. Elle n'essaie pas de dominer les gens. Et l'aspect féminin, c'est l'aspect d'entrer en harmonie sans cherchant à dominer les autres. Parce que on parle aussi dans la spiritualité du pouvoir du karma, la philosophie du karma, et aussi le pouvoir de la pureté, de la douceur, de bien comprendre qui est la personne derrière son masque. Quel est le sens de la vie? Hein, la femme, elle est proche à la naissance, elle est proche à la mort. Quelquefois, je dis aux hommes qui disent que la femme est faible,
je leur dis, mais si tu devais donner naissance à un enfant, tu ne le feras qu'une fois. Parce que c'est pas si facile que ça. Et puis, nourrir l'enfant de son propre corps, ça nous fait entrer dans une relation différente avec l'enfant, avec la vie, avec la mort, avec les saisons, avec qu'est-ce que c'est que la vie, les cycles de la vie. Je crois que la femme est plus en contact avec ça et que cette énergie féminine chez les hommes ou chez les femmes nous fait rentrer dans cette relation d'harmonie avec la nature et ça nous permet de revenir à l'essentiel de notre propre nature. Parce que finalement, quel est le sens de la vie? Pourquoi est-ce qu'on vit? C'est pour sentir qui on est et être qui on est pleinement. Donc, ce n'est pas un combat, tu vois. Parce que finalement, la fin du combat, c'est qu'il n'y a plus rien. Alors maintenant, c'est une autre énergie, je crois, une énergie pour retrouver l'origine de qu'est-ce que ça veut dire être, retrouver l'origine du cœur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, leur cœur est fermé ou congelé ou quelque chose comme ça. Les sentiments n'ont pas la liberté de s'exprimer. On est limité par cet aspect de il faut que que les gens pensent que je suis belle ou physiquement. Et l'aspect intérieur, parce que c'est moins facile de le percevoir, sa valeur est diminuée. Et rentrer en contact avec la nature, avec sa nature et avec les choses plus subtiles, plus invisibles, plus intangibles, ça nous donne la possibilité de rénover notre existence. Et le féminin, c'est un pouvoir qui peut redonner naissance à l'âme. Par exemple, le divin, le Dieu. Dieu, c'est un homme. C'est pas un homme. L'être qu'on dit Dieu, ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un homme. C'est une intelligence très subtile qui est au-delà de l'humain. L'humain, il dit, s'il faut qu'il ait beaucoup de pouvoir, il faut qu'il soit masculin. Parce que le pouvoir féminin, c'est pas le pouvoir. Ouais, tu vois? Alors là, quand on veut entamer cette histoire de l'esprit, de Dieu, de l'intelligence au-delà, eh bien, on va dans un niveau qui est à la fois masculin et féminin, à la fois au-delà du masculin et du féminin. C'est une énergie où tous les aspects sont là et sont complémentaires en une unité. Et nous, on est divisés. Et quand on entre dans une pratique de spiritualité,
tout ça, c'est pour remettre en un ensemble l'unité de l'esprit et le corps, l'unité de, enfin la danse entre le corps et l'esprit et la nature et l'univers et ce qui est au-delà, parce que c'est une machine. Et quand on est matérialiste, on comprend une moitié seulement de la machine, on ne comprend pas l'autre moitié. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mort. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a avant la naissance. Et toute cette dimension de l'existence, on pense que ça n'existe pas, mais ça existe. Et je crois que remettre ensemble le masculin et le féminin, ça veut dire remettre ensemble le visible et l'invisible aussi. Et dans la méditation et surtout dans le Raja Yoga, c'est impérieux, c'est important non seulement de se recentrer sur l'âme, mais d'explorer une relation avec Dieu. Et j'allais justement poser la question, Dieu au masculin ou Dieu au féminin? Je me rappelle qu'il y avait une vague où Dieu est une femme et puis c'était les femmes qui voulaient revendiquer le sexe de Dieu. Mais est-ce que dans la relation, est-ce qu'il n'y a pas cette danse où des fois on prend ou des fois on se laisse bercer, se laisse nourrir dans une relation qui est plutôt féminine? Comment ça se passe dans les méditations pour toi lorsque tu veux prendre du pouvoir de Dieu? Avec les mots du masculin et du féminin, comment tu le décrirais? Eh bien, d'abord, il faut penser que la personne se prend pour un homme et une femme. Et pour un homme qui se prend pour un homme, Dieu, c'est quelqu'un qui lui donne de la force. Pour une femme qui pense que Dieu, c'est un homme, c'est quelqu'un qui la protège. Les qualités masculines. Mais là, dans la méditation, il faut d'abord comprendre que la personne, l'être, n'est ni masculin ni féminin, et à la fois masculin et à la fois féminin. Parce que la forme de l'âme, c'est un point de lumière. Et un point de lumière n'a pas de genre. L'âme est au-delà du genre. Et la personne a besoin du support du masculin et du féminin. Donc, Dieu, c'est une intelligence, un être qui est complètement équilibré, masculin-féminin. Et l'être humain, c'est une personne complètement déséquilibrée. Il y a un mot chez les autochtones Hopi en Amérique qui s'appelle Kayaniskatsi. Ça veut dire Kayaniskatsi, c'est-à-dire la destruction à travers le déséquilibre. Alors, les autochtones cherchent tout le temps à être en équilibre avec la nature surtout, et que le village soit en équilibre avec elle-même. Et quand les choses ne sont pas en équilibre, c'est-à-dire les choses qui sont polarisées, alors nous avons ce déséquilibre qui est reflété par cette attitude vers Dieu. Dieu, c'est une énergie masculine. Dans le catholicisme, par exemple, il y a la Vierge Marie, qui est la reine des cieux, qui a été complètement enlevée dans le protestantisme.
la plupart des religions, c'est plutôt masculin. Les prophètes, c'est masculin. Les papes, c'est masculin. Et donc, toute cette énergie de la spiritualité, c'est plutôt exprimé à travers le masculin. Mais finalement, Dieu, l'énergie de Dieu, c'est complètement équilibré masculin-féminin. Et si l'humanité retrouve un équilibre masculin-féminin qui correspond à l'équilibre en Dieu, eh bien, la vie humaine serait beaucoup plus harmonieuse et en équilibre parce qu'on serait en harmonie même avec cette énergie de Dieu. Et il y a le mot déesse. Alors, mais les gens ont peur de se confier à l'énergie féminine parce qu'il y a des dangers, parce qu'il faut combattre, parce qu'il faut paraître fort. Et si on accepte trop de fémininité, on serait diminué dans notre capacité de gérer le monde. Mais c'est une perception des choses qui n'est pas juste. Parce qu'on est beaucoup plus protégé quand c'est en équilibre. Les choses marchent beaucoup mieux quand c'est complémentaire et non adversarial. Notre problème, c'est cette polarisation entre les gens de différentes couleurs de peau, entre le nord et le sud, entre l'homme et la femme, entre les vieux et les jeunes. Toutes sortes de polarisations nous met dans ce déséquilibre qui ne tient pas et nous avons beaucoup de difficultés à cause de ce déséquilibre. Alors, si aujourd'hui, il y avait deux choses que tu pourrais recommander à toute personne qui a de la misère à faire face ou à gérer sa carrière ou même ses relations familiales ou quoi que ce soit. Est-ce que tu aurais une ou deux choses à leur recommander? Je comprends bien que l'équilibre, c'est très important. Alors, est-ce que c'est la méditation et retrouver l'équilibre en soi, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça va apporter? Je crois pour les femmes, il faut qu'elles transcendent la peur d'être qui elles sont. Parce que la femme, très souvent, elle se refoule sur elle-même, elle ne croit pas en elle, elle ne veut pas aller jusqu'au bout de ses capacités. Donc, je pense que c'est important de se reconnaître et d'assumer son destin et d'avoir plus de confiance, de croyance en elle-même et aussi de trouver sa voie. Hein? Et d'avoir plus de confiance en son intelligence, son cœur, son intelligence émotionnelle, sa capacité de capter les choses plus subtiles. Et pour les hommes, c'est de ne pas avoir peur de la femme qui retrouve son pouvoir, parce qu'il y a ça aussi. Et c'est pourquoi il y a cette polarisation. Mais je crois que maintenant, il y a comme une sorte de mouvement dans le monde où l'homme et la femme
enfin, d'un côté, c'est très polarisé, mais de l'autre côté, les gens commencent à percevoir la personne au-delà du corps. Et je crois que c'est important de continuer cette chose. Parce qu'il y a ces deux énergies. Il y a une énergie de rentrer en complément entre l'homme et la femme, et l'autre énergie pour détruire ça. Alors, on a besoin de beaucoup de pouvoir intérieur, et je crois que la méditation, c'est très important pour acquérir en soi-même ce pouvoir qui vient de Dieu d'ailleurs, qui est tout puissant. Ça veut dire beaucoup de pouvoir. C'est une énergie, une lumière qui fait que les choses marchent mieux et deviennent en harmonie. On a besoin de ce pouvoir-là. Et on a besoin de se renforcer de ça. Et maintenant, parce que sachant que quand on se lance dans une démarche spirituelle, que on prend responsabilité en fait pour ce qu'on fait, nos décisions, nos pensées, nos émotions de plus en plus. Et donc, le conflit ou la dualité, on la ressent vraiment à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que tu recommanderais pour quelqu'un qui commence à douter? Ben, ça, je devrais pas faire comme ça, je devrais être plus comme ça. Ou, je veux dire, quelqu'un qui voit vraiment leurs deux côtés et puis essaie de voir ce qui est bien, ce qui est correct. On veut tous faire ce qui est bien, on veut tous faire la bonne chose. Mais des fois, c'est ça, il y a comme deux parties en soi. Et puis, c'est pas toujours facile de voir. Et notre propensité dans le passé a peut-être été de regarder les autres et regarder les exemples et comme ça, faire comme les autres femmes ou faire comme nos mères ou faire comme la tradition nous suggère. Mais il y a une introversion lorsqu'on commence la méditation, mais des fois, on peut s'y perdre un peu. Et ben, c'est pour ça qu'une éducation, qu'est-ce que ça veut dire être? Une éducation, qu'est-ce que c'est les pouvoirs de l'âme? Nous parlons de Shakti, qui veut dire pouvoir, mais il y a beaucoup de pouvoirs. Et c'est très important d'avoir ces pouvoirs pour rester, on peut dire, quand on est emporté par les émotions, à ce moment-là, on fait des décisions regrettables. Mais le pouvoir de rester plutôt calme et plutôt indépendant de nos émotions nous donne beaucoup plus de possibilités d'écouter la petite voix de la conscience morale, la voix intérieure. Et il faut, je crois, avoir beaucoup plus de confiance en cette voix intérieure qu'en la voix de la moralité conventionnelle qui est plutôt, qui a un biais contre cette voix intérieure qui disent qu'il ne faut pas avoir de la confiance en ses instincts, ses intuitions, que ce n'est pas fiable, mais c'est fiable, c'est très fiable. Certaines choses, mais il faut une éducation pour ça. Et pour moi, mon but, si je peux dire mon but de vie, c'est d'être éducateur de ces choses. Et, faciliter ce genre d'éducation pour des gens. Et maintenant, nous utilisons Internet, donc même s'il y a des femmes qui sont enfermées dans leur maison ou quoi que ce soit, mais on a accès à l'Internet, donc on a accès à une éducation. Ce n'est pas nécessaire d'aller dans un institut ou dans une école, on peut trouver une éducation. Qu'est-ce que ça veut dire être moi?
et assumer qui je suis, m'affirmer et avoir confiance en mes instincts très subtils. Et comme ça, je pourrais reconnecter avec moi-même et redevenir qui je suis et ne pas être quelque chose de fabriqué par quelqu'un d'autre. Je suis consciente de l'heure et je me demande, Anne-Christelle, si c'est le moment de prendre des questions des gens qui sont avec nous aujourd'hui. Oui, absolument. Ce serait très bien d'avoir une petite période de questions. Et puis, après ça, on pourra inviter Denise à nous offrir un commentaire de méditation qui nous permette d'aller dans l'expérience justement de la Shakti qu'elle nous a si bien décrite. Alors, s'il y en a qui souhaitent poser leurs questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, le clavardage pour ça. Peut-être juste souligner en attendant que les questions émergent à quel point bien, il y a plusieurs choses qui ont pu nous toucher à travers la présentation de Denise, mais vraiment cet aspect d'équilibre, je pense que Denise, tu as très bien mis en exergue cet aspect d'équilibre et surtout actuellement dans la période que nous traversons, qui est une période de déséquilibre total, à quel point l'énergie de la Shakti, l'énergie féminine qui réside en toute âme, est là pour nous protéger, pour nourrir, pour aussi soutenir, reconstruire. Et je pense qu'actuellement, on a, en cette période de Covid et de déstabilisation multiple qui se produit à travers le monde, je pense tout nous invite actuellement sur la planète à pouvoir revenir à cette énergie plus douce, subtile en nous-mêmes, mais c'est une énergie aussi extrêmement puissante, hein, une énergie qui reconstruit. Alors, vraiment une belle rencontre entre ce qui se passe actuellement sur la planète et puis ce thème aussi d'aujourd'hui. Et j'ai bien aimé aussi de pouvoir aussi souligner à quel point bien les femmes ont besoin de prendre ce pouvoir-là en elles et de retrouver cette confiance-là. Et j'ai aimé aussi quand tu as souligné à quel point les hommes ne doivent pas avoir peur de cette émergence-là, mais de pouvoir la soutenir. Alors, est-ce qu'on a des questions qui ont émergé entre-temps? Om Shanti, il y avait une question plus tôt. Pourquoi vouloir identifier forcément une qualité comme féminine ou masculine? Oui, ça c'est vrai, parce que l'âme qui est sans genre, hein, l'âme a des qualités qu'on dit, c'est l'usage commun, on dit ça c'est masculin, ça c'est féminin. Et depuis ça, nous avons fait cette polarisation. Mais finalement, le courage, c'est féminin, c'est masculin. La peur, c'est féminin, c'est masculin. Finalement, on ne devrait pas. Mais la conscience du corps fait que les gens, par usage, comprennent les choses d'une manière soit masculin, soit féminin. Alors, on a l'habitude de ça. Et je crois que maintenant, il faut aller plus dans l'être. Et que l'être humain doit développer, on peut dire, des qualités douces, des qualités plus visibles, tangibles, des qualités plus intangibles. Et puis, on utilise le mot masculin, féminin pour ces deux côtés du spectrum des sentiments et des réactions. Et puis finalement, nous avons des corps. Il n'y a personne en vie qui n'a pas de corps. Hein?
même si c'était Stephen Hawking qui n'avait pas du tout l'utilité de son corps, mais il se prenait pour un homme. Quoi qu'il utilisait la technologie pour communiquer. Donc, c'est dans la tête. Hein? Et finalement, chaque humain, si on va dans la spiritualité, on va aussi dans l'idée de la réincarnation. Ça, c'est une autre chose. Réincarnation, c'est une idée, un concept intéressant parce que ça nous donne des données que moi, l'âme, je sais aussi bien me comporter en tant qu'homme qu'en tant que femme. Et que, dépendant du corps que j'occupe en ce moment, hein, le corps, c'est une maison. Alors, on occupe une maison où c'est une machine. Et l'âme est influencée par le genre du corps et aussi influencée par ce que nous appelons les sanskara, les tendances intérieures, le sentiment. Mais il y a beaucoup de gens, par exemple, ils ont un corps féminin et ils se disent, mais je suis plutôt homme que femme. Il y en a d'autres qui ont des corps masculins et qui se disent, mais moi, je serais plus confortable dans un corps féminin. C'est-à-dire que il est vrai que le corps influence l'âme, mais il est aussi vrai qu'il y a d'autres aspects beaucoup plus subtils, beaucoup plus à l'intérieur qui influencent l'âme plus que le genre du corps. C'est un phénomène qu'on voit beaucoup dans ce monde. Et il y a des gens qui ont des questions sur leur identité parce que notre culture nous identifie en tant qu'hommes et femmes et non en tant qu'être qui a des capacités plutôt masculines, plutôt féminines, parce qu'on a culturellement, on s'est donné cette division, mais c'est une division finalement artificielle parce que l'être est androgyne, mais cet être se trouve, à cause de la culture, se trouve inconfortable avec l'idée d'être androgyne. Si on dit à quelqu'un que le but de votre vie, c'est d'avoir un équilibre entre masculin et féminin et devenir androgyne, eh bien, ils s'effrayeront. Ils s'effrayeront, mais finalement, c'est ça qu'il faut. Mais... Je peux rajouter une sous-question à la question qui a été posée, Denise, juste pour clarifier le courage que tu as mentionné au féminin. De quoi ça aurait l'air? Le courage au masculin, comment ça se représenterait? Ou l'amour? Ou la patience? Est-ce que tu peux donner des exemples? Ben, finalement, quand il est question d'amour, l'amour, c'est s'ouvrir à une autre personne. Ça demande autant de courage chez l'homme que chez la femme. Autant. La peur, quand on est dans une situation dangereuse ou devant la mort ou devant cet aspect d'attachement, perdre ses supports, les choses qui sont importantes, finalement c'est la même chose. Peut-être que l'expression est un peu différente. Peut-être que l'homme, il ne veut pas pleurer, alors il devient violent. Et la femme, elle ne veut pas être violente, donc elle pleure. Mais ça, c'est culturel. Parce que si on enlève la couche de culture qui nous oblige à être masculin ou féminin, eh bien, on retrouve que les sentiments crus, c'est l'âme qui ressent et l'âme qui
exprime sa réaction à des choses, mais les réactions sont modifiées par la culture. Alors, qu'est-ce qu'on préfère? On veut une culture qui nous divise en deux, ou est-ce qu'on veut une culture où on est plus complémentaire qu'adversaire? Parce que l'homme qui se permet de pleurer quand il veut pleurer et la femme qui se permet de crier quand il... Très souvent, dans le domaine de sentiments, les hommes, par la culture, sont très souvent plus réprimés, refoulés sur eux. Non, la culture ne leur donne pas la permission de sentir les choses, mais si on est dans certaines autres cultures, ça nous donne toutes les possibilités. La culture, c'est une couche d'un côté artificielle, mais de l'autre côté, c'est très fort. Et dans quelle mesure est-ce que je veux être moi? Et dans quelle mesure est-ce que j'accepte d'être moulu, formé par l'environnement? Et il y a beaucoup d'écoles de psychologie qui nous disent c'est l'environnement ou c'est les genes ou toutes sortes de choses. Mais dans la spiritualité, on parle de sanskara, on parle de destin et surtout on parle de cet aspect que l'âme est au-delà de tout genre. Mais même notre langue, les paroles françaises, c'est masculin, féminin. Si vous allez en Allemagne, il y a 3 genres. Et puis en Angleterre, mais il n'y en a pas. Donc, c'est plus pratique. Mais notre langue, c'est he, she. Il n'y a pas de nom pour Dieu qui soit neutre, qui soit et féminin et masculin. Alors, on a dit Dieu, c'est masculin. On a dit mankind, c'est masculin. Maintenant, on dit humankind, mais... Et on a des problèmes parce que la langue a été fabriquée par une culture où le masculin est dominant et le féminin est dominé. Et on voit que ça a créé des problèmes et maintenant il faut gérer ces problèmes. Très bien. On avait une autre question, mais je ne sais pas si on a vraiment le temps pour ça. Peut-être, je ne sais pas si Denis, tu te sens inspirée à répondre brièvement. C'est une belle question, la différence entre émotion et sentiment. Eh bien, il y a un grand spectrum. Hein? Tous les sentiments, quelquefois, on peut dire qu'il y a... parce que mon français est moins bien que mon anglais, mais il y a sensibility en anglais, il y a sensation, il y a émotion, il y a feeling, il y a toutes sortes de choses. Il y a des émotions très négatives, il y a positif, il y a tout un spectrum entre le positif et le négatif. Et je crois que c'est une sorte de convention. On dit que les émotions, c'est plus violent, c'est plus négatif. Et les sentiments, c'est plus positif, mais c'est une convention. Ce qui est important, je crois, pour la personne, c'est d'accepter la gamme complète des sentiments. Et quand il s'agit d'agir, il faut prendre conscience de la philosophie du karma et de limiter ces actions qui pourraient être nuisibles à
une autre personne. Et il faut comprendre où ma liberté se termine et la liberté de l'autre commence. Et ça, c'est toute une éducation. Et à ce moment-là, quand on a absorbé en soi-même beaucoup de pouvoir de spiritualité, on arrive à gérer ces émotions négatives, les émotions qui nous pousseraient à faire des actions regrettables, qui nous coûteront, selon la philosophie de karma. Donc, c'est très important d'étudier toute cette chose. Et dans les écoles, je crois qu'on n'a pas cette possibilité. Très bien, merci. Merci. Denise, est-ce que tu aimerais nous emmener avec toi dans une expérience de méditation qui nous fasse vivre un petit peu tout ce que tu as pu aborder autour de la Shakti aujourd'hui? OK. Sur un point de lumière, au-delà du physique. Sachant qu'à l'intérieur de vous, c'est aussi lumineux. Je suis lumière. Je suis énergie avec conscience. Je suis conscient de mon existence. L'âme qui ne peut pas mourir. L'âme qui est immortelle. Mon existence, c'est pour toujours. Cette énergie avec énorme potentiel de s'exprimer est devenue faible. L'âme a perdu beaucoup de son pouvoir. Il est temps de retrouver ce Shakti, ce pouvoir intérieur qui nous permet d'être qui on est pour de vrai. Mon être est plein d'amour. Je suis motivée par l'amour pour la vérité, l'amour pour moi-même, l'amour pour l'humanité. Mes pensées,
mes paroles, mes actions sont motivées par cet amour qui veut le bien, qui veut que tout ait du sens. Je suis un être empli de tous les pouvoirs. Le pouvoir de la pureté, d'être toujours en phase avec moi-même, en harmonie avec l'univers, la nature. Et je sais ce que c'est d'être humain. Un être humain dans son pouvoir lumineux, bon, vertueux, extraordinaire. Et j'affirme mon existence. Et tout ce que je fais reflète mon sentiment de qui je suis. Om Shanti. Un grand merci à Denise pour cette très belle expérience. Je pense on est prêt à pousser un petit peu plus loin dans l'expression de notre Shakti intérieur et de ce côté extraordinaire dont tu parlais tout de suite. Merci beaucoup à Isabelle d'avoir joué le rôle d'intervieweuse et toutes les belles questions et les réflexions surtout que tu as pu amener aujourd'hui. Nous avons un petit cadeau pour vous. On aimerait pouvoir vous offrir tellement peut-être physiquement si vous étiez parmi nous, mais comme vous le savez, dans tout centre de Raja Yoga, on part jamais les mains vides. Alors, tout le monde va recevoir un petit cadeau sous la forme d'une bénédiction, d'une pensée, on va dire, auspicieuse aujourd'hui. Alors, on va commencer par Denise. Et aujourd'hui, Denise, eh bien, on te reconnaît bien sûr comme une Shakti. Et grâce à ton étonnant pouvoir de concentration, tu es l'âme couronnée de succès. Tu sais rester stable et inébranlable. Alors, très, 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 très belle pensée qui te caractérise magnifiquement aujourd'hui, spécialement. Et pour la Shakti, Isabelle, quelle pensée avons-nous toute spéciale? Alors Isabelle, tu es puissante, introvertie. Tu aimes la douceur du silence qui te rapproche de toi-même,
des autres et du suprême. Voilà pour nos 2 Shakti toutes spéciales aujourd'hui. Et bien sûr, nous sommes tous et toutes des Shakti. Et nous avons également une pensée pour l'assistance aujourd'hui. Vous êtes venus aujourd'hui en très grand nombre. Alors, chacun est une âme spéciale. C'est avec amour que tu te connectes à la vérité dans la pureté de ton cœur. Et comme un joyau précieux, tu brilles de tes vertus. Donc chacun de nous, nous sommes ces âmes spéciales. C'est avec amour que nous nous connectons à la vérité dans la pureté de notre cœur. Et comme des joyaux précieux, nous brillons de nos vertus. Alors, merci infiniment de votre présence aujourd'hui. Et j'aimerais faire une petite annonce. S'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas encore les secrets, les mystères de la méditation du Raja Yoga, eh bien, bonne nouvelle, nous allons offrir un cours comme on le fait d'habitude. En général, toutes nos activités ont lieu en ligne en ce moment. Donc, le jeudi 25 mars, on a un premier cours qui commence. Donc, pour tout débutant, vous êtes les bienvenus. Et également, j'aimerais vous convier à un autre programme que nous offrons dimanche prochain déjà. On est dans une phase très, très, très propice actuellement avec un printemps très timide à Montréal. On est encore dans des températures très négatives, mais le redoux s'amorce. Et pour l'âme, c'est la même chose. On est dans cette période du festival de Shivratri qui approche en Inde et nous allons le souligner par une soirée spéciale qui va nous permettre d'explorer ce passage de l'âme de l'obscurité vers la lumière. Et Denise nous l'a très très bien décrit d'ailleurs, cette réémergence en fait de la Shakti, c'est ce passage-là. Et on va l'explorer plus en détail sous la forme d'une soirée vraiment d'expérience. Donc rendez-vous dimanche prochain à 18h, heure de Montréal. Vous êtes les bienvenus. Et bien sûr, suivez-nous sur notre page Facebook, site Internet. Si vous souhaitez soutenir la tenue de nos activités, vous pouvez définitivement faire vos dons en ligne sur notre site Internet. Vos contributions sont toujours les bienvenues. Alors, nous allons terminer avec une chanson en anglais, mais qui va nous permettre justement de ressentir le pouvoir de la Shakti en chacun de nous. Alors, Stand Up Shiv Shakti, c'est vraiment debout la Shakti, qu'elle se lève, cette Shiv Shakti, cette Shakti combinée à Shiva, au divin. Et je vous inviterai peut-être à vous mettre en mode galerie et qu'on puisse, pour ceux qui ont ouvert la caméra, de pouvoir juste se contempler et se regarder les uns les autres comme de véritables Shakti. Alors, je vous salue, je vous dis à très très bientôt et un grand merci encore à Denise et Isabelle. Om Shanti, salutations de paix.
She who spins and weaves and cuts the way. She who occupies sacred space. Stand up, Shiv Shakti, take your stage. Stand up, Shiv Shakti, calm their rage. Stand up, Shiv Shakti, turn the page. Take what is